Ce matin-là, une brume épaisse pesait sur le détroit d'Ormuz lorsque 4 chasseurs iraniens F-14 Tomcat plongèrent sous 900 mètres d'altitude et pointèrent leur nez en direction du porte-avions USS Abraham Lincoln. Aucun avertissement, aucune transmission radio, aucun code transpondeur, juste 4 appareils achetés un demi-siècle auparavant, déchirant l'air du golfe Persique à près de 1000 km à l'heure en direction d'un porte-avions nucléaire à 13 milliards de dollars. Les pilotes iraniens croyaient démontrer leur puissance. Ce qu'ils démontraient en réalité, c'était à quel point la surveillance américaine les suivait à la trace depuis bien avant qu'ils ne grimpent dans leur cockpit. L'Abraham Lincoln est la pièce maîtresse du groupe de frappe de porte-avions numéro 3. 100 000 tonnes de puissance navale avec un pont d'envol couvrant près de 2 hectares. 2 réacteurs nucléaires. A4BV propulse cette forteresse flottante à plus de 55 km à l'heure, sans ravitaillement pendant 20 ans. Son équipage de 5600 hommes et femmes dispose d'une puissance de calcul qui surpassait celle de la plupart des nations à l'époque de la guerre froide. Chaque capteur à bord a été calibré précisément pour ce scénario. Des chasseurs iraniens sondant la détermination américaine dans le couloir maritime le plus stratégiquement vital de la planète. Le premier contact radar apparut sur le système AN/SPS-48E du Lincoln à une distance de 115 km. Ce radar tridimensionnel à réseau phasé traite les retours en temps réel, balayant simultanément plusieurs fréquences, suivant plus de 1000 objets, tout en distinguant un chasseur d'un vol d'oiseau à des distances dépassant 370 km. Au moment où les pilotes iraniens stabilisèrent leur vol, les opérateurs américains les avaient déjà classifiés. 4 F-14, A Tomcat, ailes à géométrie variable, 2 turboréacteurs Pratt et Whitney TF-30, vitesse maximale de Mach 2 lorsque les moteurs coopèrent. Ces appareils avaient été livrés à l'armée de l'air du Shah avant la Révolution, avant que 45 années de sanctions ne transforment l'aviation iranienne en musée volant. Dans le centre d'information de combat, l'atmosphère bascula vers l'action méthodique. Des écrans bleutés aux faibles luminosités éclairèrent des visages qui avaient répété cet exercice des dizaines de fois. Un sous-officier marqua les contacts comme hostiles. En moins de 90 secondes, chaque navire du groupe de frappe savait où se trouvaient ces appareils, à quelle vitesse ils se déplaçaient, et quelle était leur portée maximale d'armement au cas où ils décideraient de faire quelque chose de spectaculairement imprudent. Les Iraniens étaient à 14 minutes. Pour l'équipage du Lincoln, cela représentait largement le temps de préparer du café et de choisir la réponse appropriée. Quelques minutes après la détection, l'ordre descendit du commandant de la guerre aérienne, lancer les chasseurs d'alerte. Sur le pont d'envol, le chaos maîtrisé se transforma en violence chorégraphiée. Des techniciens en chemise jaune sprintèrent sur le revêtement antidérapant, tandis que 2 FA-18E Super Hornet roulaient vers les positions de catapulte. Le système électromagnétique de lancement d'aéronefs du Lincoln entra en ligne. Pas de vapeur, pas de pression hydraulique s'accumulant lentement, juste des moteurs à induction linéaire capables de propulser 30 000 kg de chasseurs de zéro à 275 km à l'heure en moins de 2 secondes. Le système se réinitialise presque instantanément. Pas d'attente, pas de délai. Le premier Super Hornet se verrouilla sur le chariot de catapulte. Les vérifications système s'achevèrent en 3 secondes. Feu vert. Le pilote poussa les manettes de gaz à la puissance militaire maximale. Les rails électromagnétiques propulsèrent l'appareil sur 82 mètres de pont d'envol. Les forces G écrasèrent le pilote dans son siège éjectable, puis rien que l'air et l'altitude. Le chasseur monta en flèche vers la menace approchante. 8 secondes plus tard, le second Hornet décolla. Indicatifs Viper 1 et Viper 2. Leurs paramètres de mission étaient explicites: intercepter, identifier, escorter. Ne pas engager à moins que des armes ne soient tarées. Ne pas ouvrir le feu à moins d'être pris pour cible. Les règles d'engagement étaient claires, mais chacun comprenait que la clarté tend à devenir négociable quand des chasseurs étrangers fondent sur votre navire. Comment fonctionnent réellement les catapultes électromagnétiques? Les catapultes à vapeur traditionnelles utilisent des pistons massifs entraînés par de la vapeur surchauffée. Elles fonctionnent, mais ce sont des dinosaures mécaniques, avec des cadences de lancement limitées, une maintenance constante
et des composants qui s'usent sous les contraintes thermiques. Le système électromagnétique de lancement d'aéronefs est différent. Des moteurs à induction linéaire courent sur toute la longueur de la piste de catapulte. Imaginez-les comme des moteurs électriques retournés étirés en un railgun de 82 mètres. Le courant électrique crée des champs magnétiques qui accélèrent un chariot-navette. L'aéronef s'accroche à la navette. Plein gaz, les forces magnétiques projettent l'appareil et son pilote le long du pont avec des forces calculées avec précision. L'avantage est le contrôle. La catapulte à vapeur délivre une seule poussée violente. Le système électromagnétique offre une accélération douce et ajustable, adaptée au poids de chaque aéronef. Les appareils légers décollent délicatement. Les configurations de frappe lourde décollent avec plus de puissance. Le système s'ajuste automatiquement. Pas de tuyaux de vapeur, pas d'attente entre les tirs, juste une accélération constante et fiable qui permet au Lincoln de lancer ses appareils plus vite que les anciens porte-avions ne peuvent l'égaler. La situation évolua alors que les 2 Super Hornet étaient à peine en l'air. 2 F-14 supplémentaires montèrent depuis l'espace aérien iranien. 6 chasseurs au total désormais. Ils formèrent un dispositif de combat souple pointé directement vers le groupe de frappe. Ce n'était pas une patrouille qui s'était trop approchée par accident. C'était une démonstration calculée. Quelqu'un à Téhéran avait décidé que ce matin-là était le matin pour rappeler à l'Amérique que le détroit d'Ormuz traverse des eaux iraniennes. Ils étaient sur le point de recevoir un rappel selon lequel les porte-avions américains se moquent de la géographie. Ils établissent leurs propres règles là où ils naviguent. Les Super Hornet montèrent à 7300 mètres et virèrent à l'interception. Leurs radars AESAAPG 79 verrouillèrent la formation entrante à 130 km. Chaque pilote voyait le tableau tactique complet sur ses écrans multifonctions. 6 pistes hostiles, vitesse de rapprochement combinée dépassant 1800 km à l'heure. Temps jusqu'au contact visuel, environ 4 minutes. Temps jusqu'à la portée d'armement si les Iraniens emportaient même des missiles actifs, environ 6 minutes. Temps pour prendre des décisions qui allaient soit désamorcer la situation, soit transformer ce matin en crise internationale. Les destroyers USS Michael Murphy et USS Frank A. Peterson resserrèrent leur écran défensif autour du porte-avions. Les 2 navires de classe Harley Burke portèrent leur système radar SPI-1D à pleine puissance, émission active, illuminant tout dans un rayon de 370 km. Leur système de lancement vertical, Mark 41, passèrent en mode de veille. 96 cellules par destroyer, chacune capable de lancer des missiles SM-2 standards, des intercepteurs SM-6 ou des missiles défensifs RIM-162, ESSM en paquet de 4. Le calcul était simple. Les escorteurs du Lincoln emportaient suffisamment de puissance de feu pour engager 384 cibles simultanément sans que le porte-avions lui-même ne tire un seul projectile. En altitude, un avion de patrouille maritime P-8 Poséidon maintenait sa station à près de 10 000 mètres. Son radar AN/AP-IG 10 peignait chaque contact de surface dans un rayon de 270 km. Mais la véritable magie était invisible. L'appareil avait largué 24 bouées sonars dans un dispositif entourant le groupe de frappe, non pas pour détecter des sous-marins, mais pour relayer les communications, fusionner les données, créer un champ de bataille intégré où chaque capteur alimentait chaque tireur en informations. Les Iraniens croyaient faire face à un seul porte-avions. Ils faisaient face à un système de combat intégré qui les observait depuis l'orbite, depuis les airs, depuis la surface, et depuis des angles qu'ils ne pouvaient même pas imaginer. Environ 12 minutes après le lancement des chasseurs, premier contact visuel. Viper 1 aperçut le reflet du soleil sur des verrières à 2 heures, légèrement en dessous. 6 F-14 Tomcat en formation, suffisamment proches pour distinguer les cocardes de l'armée de l'air iranienne. Suffisamment proches pour voir les ailes caractéristiques à géométrie variable. Suffisamment proches pour remarquer quelque chose de crucial. Aucune arme sur les pylônes extérieurs. Configuration propre, réservoir de carburant supplémentaire uniquement. Ils étaient venus pour provoquer, pas pour se battre. Le jeu était déjà défini, voler de manière agressive, clamer son innocence, espérer que les Américains cèdent les premiers.
C'est le même manuel que la Russie emploie au-dessus de la Baltique, le même manuel que la Chine utilise au-dessus de Taïwan. Un théâtre d'intimidation destiné aux audiences nationales qui ne voient jamais les évaluations classifiées rédigées par la suite. Viper 1 actionna sa radio. Contact visuel, 6 bandits, cap 110, altitude 3300 mètres, nez chaud vers l'objectif principal. L'officier d'action tactique du Lincoln répondit immédiatement « Viper Flight, maintenir la posture défensive. Ne pas verrouiller les radars de conduite de tir, ne pas engager, observer et rendre compte. Reçu, je reste clean. » Ce qui suivit fut 52 minutes de balai aérien exécutés à des vitesses où les erreurs tuent. La formation iranienne se scinda et se reforma en figures répétées. Des chasseurs individuels se détachaient pour des passes agressives vers les destroyers, allumant la post-combustion avant de monter verticalement à la dernière seconde. Un F-14 descendit à 120 mètres au-dessus de l'eau, si bas que son souffle créait des sillages blancs visibles à la surface. Un autre monta à 10 600 mètres et décrivit des cercles pour collecter du renseignement électronique, enregistrant les fréquences radars. Les Super Hornets escortaient sans s'imposer. Ils suivaient sans verrouiller leur radar de conduite de tir. Chaque manœuvre était enregistrée par les capteurs de l'ensemble du groupe de frappe. Les Américains ne se contentaient pas de défendre, ils étudiaient les tactiques iraniennes, le niveau des pilotes, l'état de maintenance des appareils. Chaque passe agressive était une leçon enregistrée. Le moment le plus dangereux arriva sans prévenir, environ 1 heure après le début de l'incident. Un F-14 vira brusquement vers le Lincoln et plongea rapidement. Le pilote poussa son vieux Tomcat dans une descente quasi verticale. La post-combustion crépitait, la vitesse approchait les 1000 km/h directement sur la superstructure du porte-avions. 3 systèmes d'armes rapprochés Phalanx pivotèrent pour suivre la cible. Ces gardiens automatisés n'attendent pas l'autorisation humaine en mode de défense finale. Leur radar verrouille les cibles automatiquement. Leur calculateur détermine instantanément la solution de tir. Leurs canons M61 Vulcan de 20 mm se tiennent prêts à déverser 4500 projectiles pénétrant en tungstène par minute. L'enveloppe d'engagement est de 460 mètres. À l'intérieur de cette limite, le système ouvre le feu de manière autonome. Le F-14 fonçait droit vers cette ligne invisible. L'appareil se redressa à 105 mètres d'altitude et rugit au-dessus de la proue du Lincoln. Suffisamment proche pour que les membres d'équipage sur le pont d'envol ressentent l'onde de choc percuter leur cage thoracique. Suffisamment proche pour que les gaz d'échappement laissent une distorsion thermique visible dans l'air matinal. Suffisamment proche pour que les systèmes Phalanx suivent toute la passe sans ouvrir le feu, car les critères d'engagement n'étaient pas satisfaits. La proximité ne signifiait pas l'hostilité. L'agressivité ne signifiait pas le tir d'une arme. Mais chaque marin qui regarda ce F-14 rugir au-dessus de sa tête comprit à quel point la marge était mince. Un seul mouvement brusque, une seule séparation d'armes, un seul verrouillage radar par l'Iranien, n'importe lequel de ces actes aurait déclenché une réponse qui se serait terminée par des débris tombant dans les eaux du détroit d'Ormuz. L'appareil cabra, grimpa et s'éloigna environ. Le moment passa. Les cœurs retrouvèrent leur rythme normal. Qu'est-ce qui rend le système Phalanx si efficace? Le Phalanx CIWS existe pour ces dernières 8 secondes avant l'impact, quand un missile a pénétré toutes vos défenses extérieures. Il est entièrement autonome et autosuffisant, doté de son propre radar de recherche, de son propre radar de poursuite, de son propre calculateur de conduite de tir. Le canon Vulcan M60 et un tir des projectiles pénétrants en tungstène de 20 mm à raison de 75 coups par seconde. Ces projectiles créent un rideau dense de métal sur la trajectoire de la cible. L'énergie cinétique déchiquette les missiles entrants en composants incapables de guider ou de détonner. Son surnom est R2D2 en raison du dôme radar blanc et de sa base rotative. Le surnom est mignon. Ce qu'il fait ne l'est pas. Ces projectiles en tungstène voyagent à 1100 mètres par seconde, créant un mur qui réduit les missiles anti-navires en confetti. Le système suit automatiquement, calcule les angles de tir automatiquement, ouvre le feu automatiquement dès que les cibles entrent dans sa portée. En combat, il opère plus vite que le temps de réaction humain ne le permet. C'est votre dernier rempart quand tout le reste a échoué. Un peu plus d'1 heure après le début de l'affrontement,
Sans aucune communication radio, la formation iranienne rompit le contact. Les 6 F-14 virèrent vers le nord-est et accélérèrent en direction de leur base. Aucune explication, aucune menace. Ils partirent, tout simplement. Peut-être avaient-ils accompli leur objectif. Peut-être le carburant était-il bas. Les Américains ne le sauraient jamais avec certitude. Le Lincoln ne modifia jamais son cap. Pas un seul degré d'ajustement de cap, 100 000 tonnes de puissance navale américaine continuèrent de naviguer dans le détroit d'Ormuz comme si 6 chasseurs étrangers, bourdonnant au-dessus, méritaient à peine d'être mentionnés. Cette indifférence calculée était elle-même un message. La valeur renseignement s'avéra substantielle. Chaque émission radar enregistrée, chaque fréquence radio cataloguée, les trajectoires de vol analysées. Le système AN/S PS-48E les avait suivis en continu, constituant des profils électroniques qui allaient alimenter la planification américaine pendant des années. Les Iraniens pensaient mettre le Lincoln à l'épreuve. Ils avaient en réalité remis une empreinte électronique exhaustive. L'analyse des coûts révèle l'absurdité de l'opération. L'Iran dépensa environ 87 000 $ en carburant et maintenance pour cette démonstration de 52 minutes. Il révéla des signatures électroniques valant des millions en termes de renseignements. Il démontra une intention agressive qui justifia la poursuite de la présence navale américaine dans la région. Et il n'accomplit strictement rien sur le plan stratégique. Zéro gain territorial, zéro levier politique, zéro modification des schémas de patrouille américains. Dans les 36 heures qui suivirent, les médias d'État iraniens diffusèrent des images montées affirmant que leurs pilotes avaient contraint le porte-avions américain à battre en retraite. Les journaux de navigation du Lincoln racontaient une histoire différente. Zéro changement de cap, zéro ajustement de vitesse, une trajectoire parfaitement rectiligne du début à la fin. 6 chasseurs entrants traités avec le même intérêt que la plupart des gens réservent aux moustiques agaçants. Voilà la dissuasion moderne en pratique. Un côté pousse, l'autre refuse d'en prendre acte. Personne ne tire, mais les messages circulent dans les retours radars et les émissions électroniques. L'Iran voulait prouver qu'il pouvait défier la domination américaine dans son arrière-cour. Ce qu'il prouva, c'est qu'affronter un groupe de frappe avec des F-14 vieux d'un demi-siècle revient à amener une vieille muscle, car sur un circuit de Formule 1. Certes, c'est impressionnant de l'avoir maintenu en état de marche, mais personne ne doute de l'identité du vainqueur. Le détroit d'Ormuz resta ouvert ce matin-là. Pas un seul coup de feu, pas de victimes, pas de crise. Juste 6 appareils vieillissants rentrant à leur base, tandis que le bâtiment de guerre le plus puissant en mer poursuivait sa route vers le sud-est sans dévier d'un centimètre. Certaines leçons s'enseignent avec des explosions. Celle-ci s'enseigna avec de l'indifférence. Et pour les planificateurs de Téhéran, ce rejet silencieux fit probablement plus mal que n'importe quel engagement armé n'aurait jamais pu le faire.